Bonjour et bienvenue dans cette masterclass dédiée aux non-conformités Calliope les plus fréquemment rencontrées. Je suis vraiment ravie de vous avoir et j'espère que vous êtes prêts pour une petite heure sur Calliope bien installée. Je vais vous planter un petit peu le décor. Mon but ici, c'est de vous accompagner dans la compréhension de la certification et plus précisément dans la compréhension des non-conformités les plus fréquemment rencontrées. Je suis auditrice et consultante qualité. Et du coup, aujourd'hui, après plus de 2 années d'exercice, mon retour d'expérience me permet de vous proposer cette masterclass complète sur les indicateurs qui font fréquemment l'objet de non-conformité chez les audités. Alors, très souvent, les 5 indicateurs que nous allons rencontrer, ce sont des indicateurs sur lesquels les organismes de formation et les formateurs indépendants rencontrent des difficultés. Il est tout à fait possible que vous en ayez rencontré sur d'autres indicateurs. Moi, je me suis attardée sur ceux que j'ai rencontrés le plus fréquemment. Alors, avant d'attaquer ces indicateurs, je vais prendre 5 minutes pour restituer Calliope dans son contexte et qu'on puisse voir ensemble les notions principales pour savoir de quoi on parle et pour être bien sûr qu'on utilise les mêmes termes et que ces termes que je vais utiliser tout au long de la masterclass soient bien compréhensibles par vous tous. Alors, Calliope, c'est quoi ? Calliope, c'est une certification qui atteste la qualité du processus qui est mis en œuvre par un organisme de formation ou un formateur indépendant. Cette certification, elle permet une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Et c'est surtout aussi un gage de qualité de vos process pour vos clients. Donc, un réel enjeu. Qu'est-ce qu'elle vous permet, cette certification ? Elle permet de garantir la qualité de vos prestations. Elle permet d'harmoniser vos pratiques et d'optimiser vos process. Elle permet également d'améliorer votre visibilité et de renforcer votre crédibilité. Et enfin, elle permet d'accéder au financement public et mutualisé. En fait, cette certification Calliope, elle est destinée aux organismes de formation et aux formateurs indépendants qui souhaitent impliquer leur organisme dans une démarche de qualité et qui souhaitent que cet engagement en faveur de la qualité soit reconnu. Elle va concerner 4 périmètres de formation. Donc, vous allez avoir les actions de formation continue, donc les plans de développement des compétences. Vous allez avoir les actions par apprentissage, le CFA, les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience. Ce sont les 4 périmètres qui relèvent de la certification Calliope. Alors, ce que je vais également vous proposer, c'est un petit focus sur les dernières mises à jour du guide de lecture avant qu'on démarre, parce que l'année 2023-2024 a été riche de nouveautés sur le guide de lecture du référentiel. On a d'abord eu la version 8 de ce guide de lecture qui est paru le 23 novembre 2023, applicable au 23 janvier 2024. Donc, elle a repris le guide, la version 7 du guide. Elle a apporté des précisions, des allègements, des renforcements. Voilà, il y a eu des changements sur certaines non-conformités, des niveaux attendus un petit peu retravaillés. Et ensuite, il y a eu la version 9 du guide de lecture qui est paru le 8 janvier, qui était applicable au 8 mars 2024 et qui est venu ajouter à la version 8 des précisions sur le traitement de la sous-traitance. Donc aujourd'hui, le guide de lecture qui fait référence est la version 9 et celui qui est en version 9. Alors, un petit rappel également du vocabulaire pour comprendre les notions essentielles et le vocabulaire courant de cette certification. Alors, on va avoir plusieurs mots qui vont revenir fréquemment tout au long de cette masterclass. Vous avez d'abord le terme conformité. Je sais que vous savez de quoi il s'agit, mais je vous répète quand même que la conformité, c'est tout simplement le fait de respecter les indicateurs du référentiel national qualité. Et c'est ce qu'un auditeur va venir vérifier le jour de l'audit. Ensuite, vous avez l'audit. Alors, effectivement, quand on parle d'audit, ce mot fait un petit peu peur
peut faire peur en tout cas, mais au final c'est simplement une vérification indépendante qui est faite par un auditeur donc ou une auditrice et qui se base sur des preuves. Donc en fait au cours de l'audit c'est simplement un échange entre lui et vous. Il va simplement essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Donc, il va vous interroger, il va observer, ça va être un échange, vous allez lui expliquer, il va analyser vos retours et il va restituer ses constats. Voilà, donc pas de peur quand on parle de l'audit, c'est un échange bienveillant avec votre auditeur ou votre auditrice qui vient chercher l'explication de votre organisation et comprendre quels sont les processus que vous avez mis en place pour répondre au référentiel de qualité. Ensuite, vous avez le mot indicateur. Donc, le mot indicateur, effectivement, on en compte 32 qui sont répartis en 7 critères. Et donc, ces 32 indicateurs ne sont pas forcément applicables pour tous les périmètres d'action, de formation. Donc, ceux qui vous concernent, vous, forcément, vous pouvez très bien vous retrouver à n'avoir que 22, 21, peut-être 24 indicateurs en fonction de l'action de formation que vous dispensez. Donc, les 7 critères couvrent l'information au public, la conception, les objectifs, l'adaptation, les modalités de mise en œuvre, l'environnement d'apprentissage, la qualification des intervenants. Vous avez également l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel et la prise en compte des appréciations et l'amélioration continue. Voilà. Et au sein de ces 7 critères, vous avez donc 32 indicateurs. Ensuite, la notion de non-conformité, et c'est aujourd'hui ce qui va nous intéresser tout particulièrement. Qu'est-ce que c'est qu'une non-conformité ? Une non-conformité, c'est tout simplement un écart constaté entre les pratiques d'un OF, d'un organisme de formation, quand je dis OF, c'est organisme de formation, et les exigences du référentiel national qualité. En termes simples, une non-conformité, c'est quand un des indicateurs n'est pas respecté et que l'organisme n'a pas été en mesure d'apporter les preuves qui étayent ces process. Puisque je vous le rappelle, Calliope, c'est basé sur la preuve. Donc, une absence de preuve vaudra non-conformité. Il y a 2 types de non-conformité que vous allez pouvoir rencontrer. La non-conformité majeure, donc cette non-conformité, c'est une non-conformité qui s'applique lorsque l'indicateur n'est pas pris en compte et n'est pas respecté. Et que du coup, ça remet en cause la qualité de la prestation, mais elles peuvent également survenir sur des indicateurs qui ne font l'objet que d'une non-conformité majeure. C'est le cas par exemple de l'indicateur 4 sur l'analyse du besoin ou encore de l'indicateur 11 sur l'évaluation des acquis. Ces indicateurs-là ne feront que l'objet d'une non-conformité majeure. Et ensuite, vous avez la non-conformité mineure qui, elle, s'applique si l'indicateur est partiellement respecté, mais que ça ne remet pas en cause la qualité de la prestation. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ces non-conformités peuvent apparaître à tous les stades des audits. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une non-conformité à l'audit initial, ne plus en avoir après, ou ne pas en avoir à l'audit initial et vous retrouver avec une non-conformité à l'audit de surveillance. Voilà, ces non-conformités, elles interviennent à tous les stades, elles peuvent intervenir à tous les stades de votre certification pendant les 3 années, puis ensuite sur le renouvellement. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qui nous intéresse vraiment. C'est quoi ? C'est comment éviter les non-conformités lors de vos audits. C'est vrai que sur ces 32 indicateurs, il y a des indicateurs qui sont plus sensibles que d'autres et qui font de manière assez récurrente objet de non-conformité. C'est sur ces indicateurs que j'ai choisi de balayer ma masterclass. Donc, vous avez l'indicateur 1 sur la diffusion de l'offre, comment vous allez communiquer. Vous avez l'indicateur 8 également sur l'évaluation des acquis à l'entrée de la formation, c'est ce qu'on appelle le positionnement. L'indicateur 11 qui, lui, porte sur l'atteinte des objectifs, donc à la fin de la formation. L'indicateur 26 sur la prise en compte du handicap et l'indicateur 30, la sollicitation des parties prenantes. Voilà pour les 5 indicateurs. Pourquoi ces non-conformités de manière générale interviennent ? Vous allez voir que bien souvent, les causes sont sensiblement les mêmes, c'est assez récurrent et avec un petit peu d'anticipation, on parvient tout à fait à les éviter.
Alors, ce qui est le plus souvent répandu, c'est l'absence de documentation et l'absence d'actualisation des preuves qui sont présentées. Et c'est probablement le problème le plus répandu. L'audit repose sur des preuves tangibles. S'il n'y a pas de preuves, forcément, ça vaudra non-conformité. Et l'autre chose, c'est effectivement une absence d'actualisation, c'est-à-dire qu'on a bien souvent des supports qui nous sont présentés sans date, sans version, et du coup, on n'est absolument pas en mesure de savoir si c'est la dernière version ou du programme ou de l'offre qui est proposée. Ça, c'est la première des explications. La deuxième chose, c'est l'absence de formalisation du process. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un process que vous allez expliquer à l'auditeur et vous allez devoir matérialiser ce process par un outil. C'est ce qu'on appelle la formalisation. Exemple, vous me dites « Ah oui, moi je fais bien des évaluations, je les évalue avec un QCM. » C'est super, mais du coup, montrez-moi votre QCM. Effectivement, si « Non, je fais ça oralement. » Non. D'accord, le process existe, mais il n'est pas formalisé. Donc, ça vaudra non-conformité. Ça, c'est la deuxième chose qui intervient. La troisième, c'est également une mauvaise mise en œuvre des process. C'est-à-dire que bien souvent, votre process, il est il est bien documenté, il est existant, mais son application est mal exécutée ou elle est incomplète ou elle n'est pas systématique. Donc, vous aurez beau avoir la plus belle des procédures sur le papier, si elle n'est pas appliquée correctement et si vous ne pouvez pas le prouver, vous allez subir une non-conformité. Ensuite, il y a la mauvaise interprétation ou la mauvaise compréhension des exigences du référentiel. Il arrive souvent que les non-conformités viennent d'une simple incompréhension de l'attendu. Vous pensez avoir compris l'indicateur d'une certaine manière et ça n'est pas l'attendu du référentiel. Vous êtes passé à côté. Parfois, c'est juste un mot ou une tournure de phrase qui vous a gêné et qui vous fait passer à côté de ce qu'on attend du référentiel. Il y a également la sous-estimation de la charge de travail. S'engager dans une démarche qualité, c'est un investissement de temps et de travail. Il y a des organismes de formation que je rencontre qui ont balayé rapidement le référentiel en disant ça j'ai, ça c'est bon, ça je fais. Ok. Et le jour J, il s'avère que ça correspond pas tout à fait, ça n'a pas été creusé suffisamment, ça n'a pas été étayé suffisamment, ça a été survolé. Et de ce fait-là, ce qui se passe, c'est que il manque beaucoup d'éléments. Donc, cet investissement en travail est important parce que vous devez vous poser des questions. Vous devez vous demander si Calliope est adapté à votre activité, si vous collez à l'attendu, si vous avez bien compris ce qu'on attend, est-ce que votre process il est pérenne. Et toutes ces questions demandent un temps de réflexion pour y répondre, un temps de réflexion pour construire le process et l'outil qui correspond. Donc, il faut vraiment ne pas sous-estimer la mise en place de cette démarche et s'impliquer et se l'approprier. Ça, c'est fondamental. Il y a également le manque d'implication des équipes. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment des raisons qui sont globalisantes pour l'ensemble des indicateurs auxquels vous auriez pu faire face et les non-conformités que vous auriez pu rencontrer. Alors ici, quand je parle d'équipe, je vais surtout m'adresser aux organismes de formation qui ont des équipes en fait avec lesquelles ils travaillent. Si vous travaillez en équipe, vous devez impliquer également votre démarche. Vous devez les impliquer dans la démarche qualité, autant dans la compréhension du référentiel que dans la mise en œuvre de la démarche. Si vous me dites, moi en tant qu'auditrice, ah mais oui, mais cette partie-là, c'est Machine qui s'en occupe. D'accord ? Si Machine n'a pas compris ce qu'on lui demande et si vous n'avez pas fait le point avec elle de ce qui est attendu, vous courez à la catastrophe, c'est-à-dire vous allez direct vers la non-conformité, puisqu'elle n'aura pas compris ce qu'on lui demande. Donc, c'est un travail d'équipe. Alors, il y a 3 choses importantes quand même aussi, déjà pour vous éviter des non-conformités toutes bêtes, c'est déjà de vous tenir à jour des évolutions. Vous savez qu'il y a un indicateur de veille, l'indicateur 23 sur les évolutions du champ réglementaire de la formation professionnelle. Donc, il faut toujours être à jour de la dernière version pour, bien sûr, travailler sur un indicateur qui est la dernière version de l'indicateur. Ensuite, il faut bien comprendre les attentes du référentiel,
Donc pour cela, il ne faut pas survoler le référentiel, il faut vraiment s'impliquer dans chacun des indicateurs. Et ensuite, il faut toujours penser à avoir un processus clair, documenté et mis en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est les non-conformités, les raisons des non-conformités de manière générale. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on s'attarde un petit peu sur les 5 indicateurs que j'ai choisi de travailler avec vous pour justement vous permettre d'éviter ces non-conformités et d'avoir les astuces pour aller à l'audit serein et sereine. Alors, l'indicateur 1, pour commencer, donc c'est l'information publique, comme vous le savez. Là, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous que vous donniez une information accessible et exhaustive, une information à jour et une prise en compte du handicap. Donc, cet indicateur, en fait, il porte sur les informations que vous allez donner au public concernant votre offre. Donc là, l'objectif, c'est de fournir une information accessible et exhaustive et à jour, en incluant tous les éléments nécessaires pour que le prospect puisse prendre sa décision de manière éclairée avant toute contractualisation avec votre organisme. Cet indicateur, il mentionne 10 items que vous allez retrouver dans le glossaire du guide de lecture. Ces 10 items doivent être diffusés. Alors, je fais une petite aparté, pas forcément tous au même endroit, mais on doit les trouver. Si vous avez plusieurs canaux de diffusion, le site internet, un catalogue, une plaquette, un programme, un mail type, très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, sur l'ensemble de ces supports de diffusion, on doit retrouver les 10 items mentionnés dans le guide de lecture. Ils doivent tous y figurer. Et de ce fait-là, effectivement, ce qu'on rencontre souvent, c'est des informations manquantes. Il manque certains items qu'on ne retrouve pas. Un accès à l'information qui est difficile, c'est-à-dire que les informations sont mal organisées, on n'arrive pas à les trouver sur votre site ou sur d'autres documents. Donc ça peut aussi poser problème. Un manque de clarté aussi dans la communication. Parfois, on retrouve des informations très techniques, des informations mal structurées qui ne nous permettent pas en fait de retrouver les 10 items qui sont mentionnés au guide de lecture. Il y a également l'absence de contenu, puisque la version 8 demande maintenant à ce que le contenu soit diffusé. Donc quand il n'y a pas de contenu, ça fait l'objet d'une non-conformité. Et très 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 souvent, j'insiste lourdement là-dessus, une absence d'actualisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date. On ne connaît ni la version ni la date de la dernière mise à jour, donc on n'est pas en mesure de savoir si l'information diffusée est à jour. Alors, bien évidemment, il y a des astuces pour éviter ça. Voilà, des bonnes pratiques peut-être à avoir, en tout cas des suggestions que je peux vous faire. C'est déjà de créer une rubrique dédiée à la formation, si c'est sur votre site internet, par exemple. Si vous utilisez des fiches programmes, des fiches de présentation, fournissez des fiches de présentation qui soient structurées et claires pour tout le monde. D'utiliser un langage simple, accessible, que tout le monde comprenne. N'utilisez pas des termes techniques que vous seul êtes en mesure de déchiffrer. Vous pouvez aussi personnaliser vos réponses aux demandes spécifiques des différents publics. Quand vous avez un onglet contact, par exemple, sur votre site internet, inviter la personne à vraiment être précis dans ses demandes et dans ce qu'il recherche, que vous puissiez lui apporter une réponse personnalisée avec l'ensemble des éléments dont il a besoin. Pensez à mettre un système de mise à jour en place à une fréquence qui vous paraît être la meilleure pour vous, selon votre volume d'activité, ou dès qu'il y a un changement, mais en tout cas, ne négligez pas le fait de mettre à jour vos supports. Et enfin, cette diffusion, bien sûr, elle a lieu en amont de la contractualisation, c'est-à-dire que la présentation comme élément de preuve d'un devis signé ne sera pas valable, puisqu'on vous demande de diffuser avant de contractualiser. Ça a toute son importance. Donc là, il y a 3 mots-clés à retenir. Les 10 items, on doit les trouver quelque part. Il ne faut pas les oublier. L'actualisation, la mise à jour des documents, elle est essentielle. Et les PSH à prendre en compte dès maintenant. Alors, tout au long de la masterclass, je vais utiliser PSH pour personnes en situation de handicap.
Voilà, donc quand vous entendrez ce mot-là, vous saurez exactement de quoi je parle. Si vous entendez RNQ, bah, vous saurez que je parle du guide de lecture, du référentiel national qualité également. Donc voilà, n'hésitez pas à noter ces petits éléments pour ne pas les oublier. Passons à l'indicateur 8, le positionnement des apprenants. Donc sur cet indicateur, il s'agit de démontrer la mise en œuvre de procédures de positionnement, de fixer les prérequis et d'évaluer les acquis à l'entrée de la formation. Donc ici, ce qu'on vous demande, l'attendu du référentiel, c'est de démontrer la mise en œuvre de procédures de positionnement et d'évaluer les acquis des bénéficiaires à l'entrée en formation. Cette procédure de positionnement, elle peut être réalisée en amont de la formation ou à l'entrée, au début, pendant le parcours. C'est tout à fait possible. La version 8 a apporté cette précision d'ailleurs. Et cette précision a toute son importance parce que, en fonction de certains parcours, il n'est pas forcément possible d'effectuer des positionnements dès l'entrée en formation. Et ces positionnements ne peuvent peut-être se faire qu'après la première ou la deuxième séance. Donc c'est très important d'en tenir compte et la version 8, effectivement, a permis cette mise en place. Ici, on a souvent une absence de procédure formalisée. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu « Ah, je fais un tour de table pour commencer ». Alors c'est parfait, le tour de table me va très bien, mais comment vous formalisez le résultat de ce tour de table? À quel moment vous gardez une trace de ce que vous avez, des éléments que vous avez récoltés et recueillis lors de ce tour de table? Les outils parfois aussi ne sont pas adaptés en fait à l'évaluation. On ne voit pas le lien entre l'évaluation des compétences pour pouvoir suivre la formation et le système, l'outil utilisé pour essayer de recueillir ces éléments. Ils sont inadaptés pour mesurer les compétences requises. Et on a également une absence de positionnement systématique, c'est-à-dire que souvent c'est un petit peu fait comme ça à la volée, à l'oral, du coup ça n'est pas fait systématiquement et l'OF a peine du coup à démontrer ou à présenter les preuves sur la formation échantillonnée si par exemple sur celle-là, le positionnement n'a pas été fait systématiquement. Donc pour éviter ces écueils, en fait, ce qu'il faut, c'est formaliser le positionnement avec un outil simple, déjà. S'il y a des prérequis, vérifiez les prérequis à travers les CV, par exemple. Si vous dispensez des formations qui sont des formations obligatoires, je pense par exemple à des formations comme le SST, le MAC SST, dans ces cas-là, reportez-vous au référentiel de compétences pour faire votre outil d'évaluation du positionnement. S'il y a une absence de prérequis, elle doit être mentionnée, ça on l'a vu à l'indicateur 1, mais c'est pas parce qu'il y a une absence de prérequis que vous êtes dispensé du positionnement. Les prérequis sont une chose, le positionnement en sont une autre. Donc le positionnement, il doit être réalisé malgré tout, y compris s'il n'y a pas de prérequis. Parce que l'objectif de cet indicateur, c'est d'avoir un groupe d'apprenants qui sont à leur place et qui viennent acquérir des compétences en partant de bases qu'ils ont déjà et donc de pouvoir suivre la formation dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, donc, comme je vous le dis, le positionnement peut être réalisé en cours de parcours. Donc ne vous évertuez pas à faire un questionnaire de prépositionnement 7 jours avant la formation qui n'a pas de sens. Il vaut mieux faire ce positionnement pendant votre parcours de formation si c'est plus adapté à la formation que vous dispensez. L'essentiel, c'est que ce soit fait. En fait, ce procédé, il permet de positionner l'apprenant par rapport aux objectifs initialement énoncés dans le programme. Et voir s'il a la possibilité de les atteindre, s'il est bien dans le bon niveau de formation. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est la formalisation. Il faut un process matérialisé par un outil. Il faut une adéquation entre l'outil que vous utilisez et la compétence que vous évaluez. Et ça doit être systématisé pour tous vos apprenants. Alors, on vient de parler d'évaluation pré-formation. Là, on va parler d'un autre indicateur qui pose souci, c'est l'évaluation de l'atteinte des objectifs. Donc, à la fin de la formation, donc ici, qu'est-ce qu'il faut? C'est montrer l'existence d'un processus d'évaluation d'atteinte des objectifs. Et ce processus d'évaluation, là encore, il doit être formalisé. Je vous l'ai dit au début, le mot formalisé, vous allez l'entendre quasiment à chacune des slides. Donc,
sur cet indicateur, ce qui est important, c'est de formaliser des procédures d'évaluation en correspondance, en adéquation avec les objectifs initialement énoncés dans votre programme de formation. Il faut garder une trace de ces évaluations. Elles peuvent prendre la forme que vous le souhaitez, mais il faut en garder les preuves puisque vous allez devoir les présenter lors de l'audit. Si vous avez par exemple, je prends des exemples, ça peut être un QCM, ça peut être un petit quiz, ça peut être aussi des quiz faits sur des outils digitaux, des types Kahoot, des Geniali, des choses de ce genre. Vous choisissez la manière dont vous allez évaluer vos apprenants. Nous, on n'est pas là pour juger ça. Par contre, il va nous falloir qu'on regarde si cette évaluation a permis de démontrer que l'apprenant a atteint ses objectifs. Si vous faites des mises en situation, pensez à avoir une grille d'évaluation des compétences que vous allez observer pendant cette mise en situation et que vous allez évaluer. Pensez toujours que quand vous évaluez, vous devez prouver que vous avez évalué. Donc, seul un outil vous permettra de présenter à l'auditeur cette preuve d'évaluation. Les raisons fréquentes des non-conformités, c'est une absence d'évaluation systématique des acquis. On ne les a pas toujours et on ne se rend pas. Voilà. On a des outils d'évaluation qui sont inadaptés et qui ne mesurent pas les compétences initialement énoncées dans le programme. Et on a une absence de lien entre, voilà, je me répète, du coup, l'absence de lien entre l'évaluation et les programmes pédagogiques qui ont été définis au démarrage de la formation. Et on n'est donc pas en mesure de voir s'il y a eu une évaluation de cette atteinte des objectifs ou pas. Donc, pour remédier à cela, la première des choses, c'est de définir des objectifs clairs et mesurables dès le début de la formation pour que votre évaluation de fin de formation, elle soit alignée aux compétences visées. Donc, des mots clairs, utiliser des verbes d'action. C'est la meilleure façon de pouvoir évaluer et montrer que vous allez évaluer vos objectifs. Utilisez aussi des outils d'évaluation adaptés aux objectifs. Comme je vous le disais tout à l'heure, des questionnaires à choix multiples, des études de cas, des évaluations pratiques, peu importe, ça va être fonction de ce que vous dispensez comme formation. Mais en tout cas, il faut un outil. Pensez aussi à impliquer les apprenants dans ce processus d'évaluation. C'est pas 5 minutes avant la fin de la formation, clac, on leur envoie le questionnaire, mettez 3 croix et ça ira bien. Non, on les incite à se positionner, eux, d'avoir une réflexion par rapport aux objectifs qu'ils étaient venus chercher. Est-ce qu'ils les ont atteints ? Vous pouvez aussi analyser les résultats des évaluations pour ajuster les contenus pédagogiques et mettre en place des actions correctives et avoir des évaluations qui sont réellement pertinentes. Et vous pouvez également rendre compte des résultats aux apprenants en leur rendant des retours personnalisés, par exemple, pour les aider à comprendre leurs points forts, leurs points faibles. C'est aussi une façon d'évaluer les objectifs de vos apprenants. Donc ici, on a toujours à retenir qu'il faut formaliser son process, donc matérialisé par un outil, qu'il faut une adéquation entre l'outil utilisé et la compétence évaluée, et qu'il faut une atteinte des objectifs, c'est-à-dire que votre outil, il doit permettre de mettre en évidence l'atteinte des objectifs de la formation. L'indicateur 26, on arrive sur le handicap, fait partie des indicateurs de veille en fait. On a la veille 23 sur le champ légal et réglementaire, 24 sur le métier, 25 sur les innovations technologiques, 26 sur le handicap. Donc ici, qu'est-ce qu'on attend de vous ? C'est que vous démontriez l'identification d'un réseau de partenaires, acteurs du champ du handicap bien sûr. Ce réseau, il doit être mobilisable par les personnels et il vous également demander, si vous accueillez des publics en situation de handicap, que vous ayez précisé les modalités de recours et les mesures de compensation. Donc en fait, là, l'idée, c'est que vous soyez le relais auprès des personnes en situation de handicap, que vous soyez capable de les accueillir ou non. Dans ce cas-là, vous devez être capable de les réorienter. Il faut pouvoir leur apporter une réponse. C'est l'objet de cet indicateur. Donc, les non-conformités surviennent souvent parce qu'on n'a pas de liste, voilà, il n'y a pas de réseau de partenaires qui a été défini, donc on n'a pas de liste de partenaires que vous êtes en mesure de mobiliser si vous en avez le besoin, des partenaires de votre région,
bien sûr, c'est mieux, les partenaires locaux. Quand vous accueillez des personnes en situation de handicap, vous n'avez pas forcément non plus mis en place une politique d'accueil spécifique. Comment vous allez réagir si vous vous trouvez confronté à cette situation-là? De quelle manière vous allez leur apporter une réponse? Il y a aussi souvent le fait que vous avez un manque de formation de l'ensemble de vos équipes pour répondre aux besoins de ce public particulier, ou également des adaptations insuffisantes sur les locaux, sur les matériels pédagogiques, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas forcément été tenu compte de certains aspects du handicap dans vos supports, dans la façon de dispenser votre formation. Sachez également que quand on parle de PSH, on parle, alors, les personnes à mobilité réduite, ok, il n'y a pas de débat, ça se voit, mais ensuite, il y a les personnes en situation de handicap, visibles ou non visibles. Les troubles 10 sont du handicap. Une fatigabilité plus rapide que quelqu'un d'autre, c'est un handicap. Une difficulté à rester debout trop longtemps ou assis trop longtemps peut être considérée comme un handicap. Donc, tous ces éléments-là doivent rentrer dans un processus d'adaptation de votre formation. Donc ici, pour répondre à cet indicateur de manière très pragmatique, vous dressez la liste des partenaires de votre région. Pour cela, il y a des sites internet qui sont très bien faits. L'AGFIP et la RFH sont une mine d'or. Vous trouvez à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur le handicap. Il y a des webinaires, il y a des ressources pédagogiques, il y a des listes de partenaires. Ils ont mis en place une plateforme maintenant où vous pouvez enregistrer votre organisme de formation comme un acteur référent. Vraiment, je vous invite vraiment à consulter ces ressources-là. Prenez en compte aussi un besoin potentiel dès la conception de vos formations. Ça n'est pas parce que vous n'avez pas accueilli de personnes en situation de handicap que vous ne pouvez pas déjà l'anticiper. Vous verrez que quand c'est anticipé, c'est tout de suite plus facile. Désignez un référent handicap, et pensez à sensibiliser aussi vos équipes à cette gestion du handicap. Il faut que tout le monde puisse répondre à ce public. Et si effectivement vous décidez dès le démarrage de vos formations d'accueillir ce public, de les intégrer à vos process, dans ces cas-là, pensez tout de suite à adapter votre environnement dès la conception de vos formations, à adapter les outils que vous allez utiliser pour ce public-là. Voilà, le maître mot ici, c'est quand même d'anticiper pour pouvoir apporter une réponse. Donc, ce qui est important à retenir, c'est d'avoir des partenaires du champ du handicap de votre région, que ce soit mobilisable, donc que votre équipe pédagogique doit être en mesure de pouvoir solliciter ses partenaires sans vous, et la compensation, c'est-à-dire, je vous invite à réfléchir dès à présent dès la conception de vos formations, en fait, aux mesures de compensation possibles que vous pourriez mettre en place en fonction du handicap rencontré. Ça vous permettrait d'apporter une première réponse rapidement à la personne qui vous sollicitera. Voilà. Enfin, l'indicateur 30, qui est le 5e indicateur que je voulais voir avec vous, c'est la sollicitation des appréciations des parties prenantes. Donc ici, il faut démontrer que vous sollicitez les appréciations des parties prenantes avec lesquelles vous êtes en lien. Et vous devez considérer l'appréciation des 4 parties prenantes. Alors, entre parenthèses, des 4 parties prenantes, si vous êtes en lien avec ces 4 parties prenantes, bien évidemment. Cette sollicitation, elle doit être systématique pour chaque partie. Elle peut se faire différemment, avoir un outil différent selon les parties que vous sollicitez, mais en tout cas, elle doit avoir lieu pour toutes les parties prenantes avec lesquelles vous êtes en lien. Et là encore, les non-conformités, elles sont souvent liées à une absence de recueil d'une des parties prenantes. Je m'explique. Vous travaillez avec vos apprenants, là, il n'y a jamais de problème sur ce côté-là. On a toujours les enquêtes de satisfaction des apprenants. Vous travaillez aussi avec des formateurs peut-être et avec des donneurs d'ordre. Vous devez recueillir l'appréciation de votre formateur, l'appréciation du donneur d'ordre. Si vous êtes en lien avec les financeurs, par exemple au cours de la facturation de vos dossiers, l'appréciation du financeur. Et le problème ici, c'est que bien souvent, les organismes peinent à prouver qu'ils ont réalisé cette démarche pour l'ensemble des parties prenantes. Alors ensuite, il y a aussi un problème qui est lié à l'absence de dispositif de relance. Souvent, la réponse est « oui, je les relance. Bon, allez,
J+7, J+15. OK. Où est-ce que c'est formalisé? Où est-ce que vous avez noté que systématiquement, vous relancerez l'enquête à J+7 ou J+15? Ça doit être noté. Ça peut être noté dans les questionnaires. Sans réponse de votre part sous 8 jours, nous vous adresserons une relance. Ah, voilà. Pensez à noter. Matérialiser, c'est noter, c'est formaliser. On oublie aussi parfois de laisser un petit carré de libre expression. Donc, c'est beaucoup de questions fermées et ouvertes. Enfin, ouvertes ou fermées, pardon. Non, c'est des questions fermées, pardon, excusez-moi. C'est des questions fermées et qui ne laissent pas la place à la libre expression. Or, l'indicateur vous demande de permettre une libre expression à une fréquence pertinente. Et enfin, il y a l'aspect sous-traitance. Si vous intervenez en sous-traitance pour un autre organisme de formation, vous vous devez de solliciter l'avis de votre donneur d'ordre. Donc ici, pour réussir à ne pas avoir de non-conformité sur cet indicateur, la première des choses, c'est d'identifier très clairement quelles sont les parties prenantes avec lesquelles vous êtes en lien. Si vous êtes en lien avec vos apprenants, ça c'est une évidence, les dirigeants d'entreprise par exemple, les clients, avec le donneur d'ordre, avec les formateurs, il faudra recueillir les parties prenantes, les sollicitations de ces trois parties prenantes. Donc, il est important que vous identifiez dès le démarrage avec qui vous allez être en lien. Ensuite, il faut solliciter systématiquement ces appréciations. Utilisez des outils variés, clairs et adaptés. Vous pouvez très bien utiliser un questionnaire pour les apprenants. Vous pouvez faire des réunions pédagogiques avec vos formateurs, une fois par trimestre par exemple. Vous pouvez, avec un donneur d'ordre, avoir un échange téléphonique parce que vous voulez garder le côté humain de la relation avec votre client. Et vous pouvez formaliser le retour de cet échange via un mail que vous lui envoyez. Les financeurs, la version 8 a assoupli un peu le recueil d'appréciation des financeurs en permettant de recueillir cette appréciation une fois par an. Et dans le cas où vous n'avez pas la possibilité de le faire ou qu'il n'y a pas de réponse non plus du financeur, le visionnage des webinaires, des participations à des webinaires OPCO pourra rentrer et répondre à l'indicateur. Tous les OPCO ont maintenant un onglet sur leur site internet qui vous permet de visionner leur webinaire et d'y assister. Ça répondra à l'indicateur. Donc n'oubliez pas non plus d'inclure votre dispositif de relance. Écrivez-le noir sur blanc et un carré, un espace de libre expression pour que chacun puisse dire des éléments complémentaires aux simples questions que vous leur posez. À retenir ici, les parties prenantes, à ne pas oublier, le dispositif de relance, on doit le voir écrit quelque part, et la libre expression. Pour vous donner une petite idée, les 3 derniers audits que j'ai faits, sur les 3 derniers que j'ai faits, 2 d'entre eux ont eu des non-conformités sur 3 des indicateurs dont je viens de vous parler, le 1, le 11 et le 30. Il faut que vous sachiez également que ces non-conformités, elles peuvent subvenir à tous les stades de votre cycle de certification, aussi bien à l'audit initial que sur vos audits de surveillance ou vos audits de renouvellement. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Calliope, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et donc là, ce que je vais faire, maintenant qu'on a vu ces 5 indicateurs, je vais prendre une dizaine de minutes ensuite pour regarder un peu avec vous les points clés à avoir en tête pour maintenir votre certification sur le long terme. Alors, bien sûr, on a parlé de ces 5 indicateurs parce que c'est ceux que je rencontre le plus souvent. Néanmoins, vous avez peut-être de votre côté eu des non-conformités sur d'autres indicateurs, mais globalement, vous avez quand même constaté que pour éviter les non-conformités, le principe est sensiblement le même pour chacun des indicateurs. Il faut formaliser vos process, il faut avoir à disposition les éléments de preuve que vous allez présenter à l'auditeur, il faut adapter vos process à votre organisation. C'est la clé en fait pour maintenir une certification dans le temps. Alors, comme je vous le disais, obtenir Calliope, c'est la première étape, mais c'est pas le vrai défi en fait. Le vrai défi commence après la certification et on ne fait effectivement pas tout ça juste pour l'audit initial. L'enjeu, c'est quand même d'avoir des process fluides, adaptés, performants, en adéquation avec la façon dont vous travaillez, parce qu'il n'y a que comme ça que vous verrez apparaître les bénéfices sur le long terme.
Et ces bénéfices, c'est quoi? C'est une meilleure visibilité, une meilleure crédibilité, puisque Calliope est un gage de professionnalisme qui permet de se démarquer de la concurrence dans un marché qui est quand même très compétitif. Ça vous ouvre également à de nouveaux marchés. Grâce à la certification, vous pouvez accéder à des financements publics et privés qui n'étaient pas accessibles auparavant. Ensuite, vous rentrez, à partir du moment où vous avez construit cette démarche, vous rentrez dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc le cadre que vous êtes imposé par Calliope va vous permettre et vous inciter à vous améliorer en permanence d'un point de vue pédagogique. Et enfin, ça professionnalise le métier, puisque cette certification, elle valorise et elle structure la profession, elle rend le métier de formateur indépendant exigeant, mais aussi respecté. Donc il y a un bel enjeu, c'est une belle certification. Pour autant, ça demande aussi un investissement de votre part. J'ai beaucoup de clients qui me disent « Oui, mais alors qu'en est-il du suivi administratif et qualité le coût aussi de la certification ?» Alors oui, c'est vrai. D'où, pour le suivi administratif et qualité, il est important de se poser la question de la pertinence de rentrer dans cette démarche par rapport à ce que vous envisagez comme développement de votre organisme de formation. Donc il faut bien mesurer le pour et le contre par rapport à votre volume d'activité. Est-ce que c'est pertinent que je rentre dans la démarche? Et effectivement, le coût de la certification, puisque ce coût sera récurrent tous les 3 ans, dans la mesure où votre cycle se renouvelle tous les 3 ans. Donc en général, moi, ce que je leur conseille, d'abord, c'est de toujours bien suivre les évolutions du référentiel, parce qu'il évolue régulièrement, il faut rester à jour sur les nouvelles exigences. C'est de penser à organiser des audits internes réguliers pour toujours identifier rapidement les points forts, les points faibles. Ne pas attendre d'arriver 1 ou 2 mois avant l'audit en se disant « je me suis occupé de rien, vite, vite, vite ». Ça part mal. Ensuite, définissez des indicateurs de performance pour suivre la qualité de vos prestations, voir où il faut réajuster, voir aussi leur efficacité et quel est l'impact sur vos apprenants. Surtout, et vous pouvez aussi vous faire accompagner par un consultant dont c'est le métier pour déléguer cette partie-là d'administratif et qualité de la certification. Tout ce suivi, en fait, continu de votre certification parce que lui, c'est son métier. Donc, il va vous guider dans le suivi des actions correctives et il va également vous aider pour la préparation à vos audits. C'est d'ailleurs, moi personnellement, c'est comme ça que je travaille avec mes clients en fait. Je suis directrice d'agence d'un réseau national de gestion administrative, Adenco, et l'expertise que j'ai sur l'agence de Bordeaux, c'est l'accompagnement auprès des organismes de formation, des formateurs indépendants. Et en général, comment on travaille avec mes clients, eux s'occupent de ce qui les passionne, faire de la formation, et ils me délèguent la partie administrative et le suivi qualité. Et concrètement, ça donne quoi? Tout simplement que mes clients n'ont aucune non-conformité dans mes accompagnements, qu'il s'agisse de l'audit initial, qu'il s'agisse des audits de renouvellement ou de surveillance. C'est un bon binôme en fait. Vous travaillez sur ce que vous connaissez, vous laissez le consultant travailler sur ce qu'il maîtrise. Concrètement, comment je fonctionne? Donc, en fait, j'ai un accompagnement, j'ai deux types d'accompagnement. Pour l'audit initial, je propose un accompagnement personnalisé sur 3 étapes. Les objectifs de cette étape, ça va être de vous présenter, d'analyser les enjeux du référentiel, de déchiffrer, de comprendre les 32 indicateurs, d'adapter également, d'améliorer vos procédures, de formaliser des outils qui vont être conformes aux exigences de la certification et bien évidemment de vous préparer à l'audit Calliope. Au cours de ces 3 étapes, alors la première, c'est en fait, elle va correspondre un peu à l'audit diagnostique que j'appelle en fait. On va faire un état des lieux complet de votre organisme. On va évaluer ses forces et faiblesses par rapport aux exigences de la certification et on mettra en place, on va définir un plan d'action pour combler les écarts et renforcer vos pratiques. Donc les points clés qu'on va aborder lors de ce diagnostic, ça va être tout votre système de management, les process de vos organismes dans la diffusion de la communication, la vente, l'ingénierie pédagogique dans l'adaptation des besoins, la qualité des prestations, la mesure des résultats et également la satisfaction et l'amélioration continue de vos parties prenantes.
La deuxième partie, du coup, une fois qu'on a déchiffré tout ça, on va mettre en conformité votre organisme de formation en déchiffrant chacun des indicateurs, chacune des attentes des indicateurs. On va adapter vos documents et au besoin créer un outil pertinent qui vous permettra de répondre aux exigences si jamais vous n'en avez pas. Mais l'idée, c'est d'adapter ce que vous avez déjà. On utilise vos modèles de documents pour correspondre à vos process qualité. Il n'y a pas de Calliobox avec moi en fait. C'est vraiment j'adapte les outils à votre mode de fonctionnement. Du coup, le point fort, c'est que ça rend le process fluide parce que c'est adapté à votre façon de travailler. Là, on personnalise l'approche Calliope à votre sauce parce qu'on utilise vos outils, vos process. Et ensuite, on assure une qualité de formation qui fidélise vos apprenants et qui vous distingue sur le marché. Et enfin, l'étape 3, c'est l'évaluation. Donc, pour mieux vous préparer à l'audit, en fait, je fais un audit blanc. À l'issue de cet audit blanc, je construis ce que j'appelle une revue de conformité dans laquelle je mets tous les points qui me semblent encore un peu sensibles, qu'on débriefe au cours d'un entretien en visioconférence ou en présentiel en fonction de l'endroit où vous vous trouvez pour apporter les derniers ajustements. Cet accompagnement, il peut se faire jusqu'à 3 mois. Je ne vais pas au-delà de ces 3 mois parce qu'après, ça fait trop long et on se perd un petit peu dans la mise en place de la démarche. On peut le faire moins, bien sûr, c'est fonction du temps que vous avez parce que, bien évidemment, c'est quelque chose que l'on travaille en binôme. Vous êtes l'expert de la formation que vous proposez et je suis l'experte du suivi Calliope, de la mise en place, de l'accompagnement à la certification. Vous avez également la possibilité de faire prendre en charge, partiellement ou totalement, puisque je suis formatrice et je dépends d'un organisme certifié Calliope également. Donc, vous avez des possibilités de prise en charge totale ou partielle de cet accompagnement. Et donc, lors de cette dernière étape, à l'issue, vous repartez avec votre revue de conformité qui est corrigée, avec tous les petits points, les astuces à ne pas oublier. Vous avez également le débriefing, donc, et la checklist pour ne rien oublier le jour de l'audit. Ça, c'était vraiment pour la partie audit initial, mise en place de la démarche. Au niveau de l'audit de surveillance et de renouvellement, c'est un petit peu différent parce que ça va porter plutôt sur la vérification de la systématisation et de l'efficacité de vos méthodes au sein de votre OF. Et cet accompagnement-là, soit je le réalise sous forme d'un accompagnement annuel ou alors d'un audit blanc ponctuel, d'audit, on va dire, un peu interne, tout à un rythme qu'on convient ensemble, tous les 6 mois par exemple, en fonction de votre volume d'activité. Mais d'une manière comme d'une autre, que ce soit lissé sur l'année ou en audit blanc, il y aura 10 points de vigilance sur lesquels on va travailler. On fera l'état des lieux de votre activité depuis l'audit. On fera un focus sur les changements qui ont pu avoir une incidence sur l'audit. On regardera également le traitement des non-conformités relevées lors de l'audit initial. L'utilisation du logo, de l'affichage du certificat, comment vous avez géré vos réclamations, vos aléas. On fera un échantillonnage représentatif de vos actions de formation pour voir si les process sont respectés. On regardera également comment vous avez mis en place votre démarche d'amélioration continue, où en sont les dossiers de vos intervenants, comment vous avez exploité vos veilles et traité le handicap. Et enfin, on s'assurera que vos éléments de preuve sont bien mis à disposition, classés, rangés et facilement présentables le jour de l'audit. Pour terminer du coup sur cette masterclass, gardez en tête que plus vos process administratifs et qualité sera suivi régulièrement une fois que vous serez certifié, plus il sera intégré de manière naturelle et systématique dans votre façon de travailler. Et c'est bien là la finalité, parce qu'en fait, c'est de vous laisser la latitude de vous consacrer à votre métier de formateur, tout en ayant un focus sur la qualité des prestations que vous proposez. Et tout ça de manière fluide et harmonisée avec votre organisation. Pour conclure sur les enjeux de cette certification Calliope, il faut rappeler qu'elle a un impact direct sur votre activité de formation puisqu'elle vous permet une meilleure compétitivité sur le marché. Évidemment, les entreprises et les financeurs vont se tourner, vont privilégier les organismes certifiés, donc ça vous donne un avantage significatif. Elle va également améliorer vos pratiques et vos process internes, ça va structurer toute l'organisation de votre organisme et de ce fait-là, par voie de conséquence, ça va stabiliser votre croissance.
Si vous avez encore des doutes, si vous avez des questions sur Calliope, si il y a des indicateurs qui vous posent plus problème que d'autres, je vous invite à réserver un audit gratuit pour évaluer ensemble votre situation actuelle. Si, par ailleurs, vous souhaitez avoir accès aux slides, si vous voulez avoir une trace écrite de tout ce que je viens de vous dire, parce que je peux entendre qu'il y a beaucoup d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn et je vous adresserai la présentation de cette masterclass. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette masterclass. C'était une grande première pour moi, donc un exercice pas facile à réaliser et je suis preneuse de vos retours. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Comment faut-il que je fasse évoluer les prochaines? Je souhaite bonne chance en tout cas à tous ceux qui sont en pleine préparation de leur audit, que ce soit initial, surveillance ou renouvellement. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde lors de prochaines masterclass, surtout n'hésitez pas, vous pouvez m'en faire part sur LinkedIn également. Je vous remercie encore vraiment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.